Bonsoir à tous. Je suis Ouetrani Ptiel, docteur en pharmacie. D'accord. Vous m'entendez? Bon, je vais essayer de parler plus fort. Alors, pour me présenter, j'occupe actuellement un poste de pharmacien responsable sur Paris. Donc du coup, on m'a convié ici pour vous présenter ma thèse. À l'occasion des conférences Thèse en poche. Et je tiens vivement à remercier Elsa pour avoir pensé à moi et pour toutes ces conférences qu'elle a déjà organisées auparavant. Et je me permets aussi de remercier monsieur Jean-Philippe Rioux, qui a été ou qui est encore mon directeur de thèse et qui me fait le plaisir aujourd'hui d'être présent en tant que modérateur de cette conférence. Alors, je vous propose donc ce plan. On va commencer brièvement par évoquer le parcours professionnel. Puis dans un second temps, on va évoquer comment j'ai choisi ce sujet de thèse. Et ensuite, on va passer au vif du sujet par la présentation de ma thèse le jour de ma soutenance. Alors, étant originaire de Cherbourg, j'ai débuté mon cursus universitaire donc, à l'UFR des sciences pharmaceutiques de Caen. Donc, à l'époque, c'était en 2009. À l'époque, j'ai passé mon concours de P1 où la réforme des cours en commun n'était pas entrée encore en vigueur. Donc, j'ai effectué mes 6 années d'études. J'avais eu la chance d'être très bien entourée par mes professeurs qui m'ont souvent encouragée à effectuer divers stages dans les diverses filières qu'offre le métier de pharmacien. Donc du coup, j'ai fait 2 mois de stage dans des laboratoires de recherche. J'ai ensuite effectué l'année d'après, en 3e année, 2 mois de stage dans les services de microbiologie au CHU de Caen. Et suite à cela, les professeurs m'ont conseillé de valider le Master 1 en santé pour pouvoir avoir une ouverture vers la voie de la recherche plus tard. Et ensuite, en 2014, je suis sortie diplômée de la faculté de pharmacie et je suis rentrée directement dans la vie active. Et donc, pendant notre exercice, nous sommes confrontés donc à actualiser nos connaissances et nos compétences. C'est le but un peu des DPC, développement professionnel continu, qui sont en fait des conférences théoriques et pratiques qui permettent en fait de nous mettre à jour, de nous actualiser sur divers sujets de santé rencontrés dans la pharmacie d'officine. Donc du coup, j'ai suivi en 2015 le DPC de diabète et d'asthme et va s'en suivre celui de la prise en charge des patients sous AVK. Donc j'occupe maintenant actuellement le poste de pharmacien responsable sur Paris et en novembre 2017 a eu lieu ma soutenance de thèse. Et pour l'année 2018, donc des DU sont prévus, des diplômes universitaires qui permettent de se spécialiser dans des domaines précis du monde de la pharmacie. Alors tout ceci pour arriver à un but de me lancer vers une activité libérale très prochainement. Alors passons à la deuxième partie, le choix de mon sujet de thèse. Donc il faut savoir que le choix peut se faire de 2 manières. Donc soit le choix peut être personnel, donc on veut traiter un sujet auquel on y tient particulièrement, ou soit le choix est apporté par les professeurs ou les patriciens qu'on rencontre lors de nos stages. Alors pour mon cas, le choix a été très personnel. Passionnée par l'histoire et par mon parcours de pharmacien, j'ai conjugué mes 2 passions. Donc il était tout naturel pour moi de conjuguer ces 2 passions pour faire mon sujet de thèse, et qui est l'apport des sciences pharmaceutiques arabo-musulmans à l'époque médiévale à la pharmacie européenne. Alors cette idée en fait de ce sujet de thèse m'est parvenue lors d'un voyage que j'ai fait en Tunisie.
c'était l'été 2014, je pense, lorsque j'ai eu l'occasion de visiter le Musée national des sciences médicales de Tunis. Alors, j'ai rencontré la directrice, Madame Rania, qui a eu la gentillesse en fait de me faire la visite guidée de ce musée. Alors c'était une visite très instructive. Elle m'a fait montrer notamment quelques instruments utilisés par les pharmaciens et les médecins à l'époque médiévale dans le monde arabo-musulman. Donc là on peut voir un peu les moulages de suppositoires, quelques mortiers et des instruments employés par des pharmaciens à l'époque. Puis elle m'a dirigée vers une deuxième salle où se trouvaient des manuscrits, des anciens manuscrits arabes, et elle me confia que ces manuscrits étaient des anciens trésors. Alors du coup, tout ceci m'a intriguée. Je me suis penchée personnellement et je les ai étudiés avec attention. J'en ai traduit pour la plupart en français et effectivement, j'en ai trouvé d'étonnantes découvertes. Alors du coup, j'ai fait part de mes recherches au docteur Jean-Philippe Rioux, qui était à l'époque mon professeur de botanique et de mycologie à la faculté de pharmacie de Caen. Il a été vivement conquis par le sujet et a accepté immédiatement d'être le directeur de thèse. Alors du coup, je vous ai expliqué un peu point par point comment ça s'est passé pour moi. Donc en acceptant le sujet, M. Rioux m'a conseillé d'emblée de rédiger un plan pour m'organiser. Ensuite, il m'a vivement conseillé de déposer mon sujet à la faculté, à la scolarité, pour deux raisons. Pour vérifier que ce sujet n'a pas été pris par un autre étudiant et pour la deuxième raison, pour faire valider ce sujet auprès de la scolarité et pour bloquer ce sujet pour moi-même. Donc du coup, après avoir validé ce sujet, alors du coup, j'ai été très enchantée. J'avais un super beau projet, un sujet qui m'intéressait énormément. Mon directeur de thèse m'a alors dirigée vers de nombreux ouvrages qu'il portait en sa connaissance. Et du coup, il m'a conseillé aussi de m'enrichir des biographies de pharmaciens, de médecins arabes, afin de pouvoir constituer une bibliographie. Alors du coup, je me suis intéressée à un livre en particulier. Alors c'était El Andalus, que vous voyez ici. Le titre exact est El Andalus, histoire essentielle de l'Espagne musulmane, qui est paru en mars 2017. C'est en effet un livre incontournable pour se rendre compte des sommets atteints par la civilisation arabo-musulmane à l'époque médiévale, notamment au XIIe siècle. Alors l'auteur est Monsieur Abdelrahim Bouzelmat, c'est un professeur des lettres à Marseille. Alors je me suis permise de le contacter et nous avons échangé plusieurs discussions passionnantes concernant mon sujet de thèse et à la suite desquelles nous nous sommes convenus de sa présence dans mon jury de thèse. Alors du coup, pendant nos discussions, M. Bouzelmat m'a vivement conseillé d'aller visiter Cordoue, en Espagne. Il m'a surtout dit que la ville de Cordoue était jadis le plus grand centre intellectuel et scientifique de toute l'Europe au XIIe siècle. Et en effet, donc, je suis partie voyager en Espagne, je me suis documentée et j'ai appris vraiment beaucoup d'éléments qui m'ont apporté vraiment, qui m'ont permis d'enrichir ma thèse. J'ai découvert les plus grands savants, donc je vous ai mis ici les photos qu'on a prises et que M. Rioux aussi a pris lors de son voyage, notamment la statue d'Averroès. On peut voir aussi Maïmounide et la statue d'Ibn al-Baytar. Donc je vais vous les détailler. Ibn al-Baytar en fait était un des plus grands botanistes et pharmaciens connus dans le monde arabo-musulman et qui a introduit des centaines de plantes médicinales dans la pharmacopée.
Alors voilà comment s'est résumé un peu ma recherche, mon choix de thèse. Donc en fait, pour vous dire que les recherches ne sont pas seulement chercher les livres à la BU, bien que ce soit vraiment très utile, très fort utile. Pour moi, il m'a fallu rencontrer les personnes, visiter, voyager, les musées. Tout ceci était vraiment... moi, j'avais toutes les clés en main pour pouvoir rédiger mon travail. Alors, on vient à la rédaction de ma thèse. Mon directeur de thèse m'a beaucoup conseillé pendant toute la période de rédaction. Donc, il me disait de laisser l'introduction et la conclusion pour la fin. Il me disait que l'introduction et la conclusion doivent s'imprégner de l'état d'esprit en fin de travail. Donc, pour les étudiants qui sont présents, je me permets de vous redonner ces conseils. Il me disait aussi de savoir utiliser les bons outils de logiciels pour pouvoir faciliter, pour pouvoir avancer plus rapidement dans la rédaction de votre thèse. Je vous conseille également d'avoir un programme provisionnel, c'est-à-dire de vous fixer des dates pour rédiger chapitre par chapitre afin d'avancer le plus rapidement possible. Et pour ma part, ce qui m'a beaucoup aidé, ce sont les va et les viens entre mon directeur de thèse, ce qui m'a permis de me corriger, d'avancer plus rapidement. Et puis, après ce long travail, j'ai pu valider mon sujet et l'enregistrer à la BU de santé. Alors, maintenant, passons au vif du sujet. Ma présentation de thèse le jour de ma soutenance. Alors, donc la thèse que j'ai présentée s'intitule « Contribution à l'histoire de l'apport des sciences médico-pharmaceutiques arabo-musulmanes de l'époque médiévale, notamment qui se situe environ entre le 8e et le 13e siècle, à la pharmacie européenne ». Alors du coup, cette thèse se propose d'apporter des éléments historiques relatifs à l'origine de la création de mon métier, le métier de pharmacien. Alors pourquoi vouloir évoquer à tout prix les anciens manuscrits arabes alors que nous sommes aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous avons développé des technologies de pointe? Eh bien, en effet, ces anciens manuscrits arabes n'ont aucune utilité du point de vue scientifique. Mais du point de vue de l'histoire des sciences, eh bien, elles apportent un intérêt considérable. C'est pourquoi il nous a semblé intéressant, avec mon directeur de thèse, d'évoquer l'histoire de la création du métier de pharmacien et le développement des sciences pharmaceutiques. Alors, je pose ici le contexte du sujet de ma thèse. Alors, c'est l'époque médiévale. J'ai choisi en particulier l'apogée du monde arabo-musulman, car c'est précisément à cette période qu'on verra pour la première fois dans l'histoire que les sciences pharmaceutiques, médico-pharmaceutiques, vont se développer de manière méthodologiquement, et surtout, on verra la première officine de pharmacie qui sera créée officiellement en 762. En effet, avant 762, médecine et pharmacie constituaient une seule et même profession. Et donc on verra à partir du 8e siècle les germes d'une profession pharmaceutique qui se développera de façon indépendante, et surtout on verra la reconnaissance du métier de pharmacien au niveau académique. Alors, nous avons ainsi voulu revivre cet engouement à l'origine du développement scientifique en fonction de la chronologie historique. On va commencer par évoquer la situation médicale au VIe siècle en Arabie, donc rapidement pour situer un peu le contexte. Et ensuite, nous allons voir dans un second temps les apports en termes scientifiques, les enrichissements dans le domaine des sciences pharmaceutiques. Donc, quelle a été la situation médicale en Arabie
là où tout a commencé. Donc il faut savoir, à cette époque, il existait deux types de médecine. Donc la médecine bédouine, ce sont des bédouins, enfin pratiqués par des bédouins. Les habitants, ce sont des habitants d'Arabie avant l'apparition du monde arabo-musulman. Donc les Arabes à cette époque pensaient en fait assimiler la maladie à une possession démoniaque. Donc les remèdes puisaient ainsi dans leurs croyances et dans leur magie. Et il faut savoir qu'à cette époque, l'Arabie au VIe siècle était dominée par de vastes déserts. Donc il y avait peu de végétation et donc peu d'aliments pour composer des remèdes. Donc la pharmacopée était très limitée. Et en termes de soins, les Arabes appliquaient les traitements par brûlure, donc la cautérisation, pour des cas de plaies, et appliquaient pour les maladies beaucoup plus chroniques, les ventouses et les saignées. Ensuite, la deuxième forme de médecine, on appelle ça la médecine du prophète, qui a été instaurée par le prophète de l'islam qui s'appelait Mohammed. Celui-ci va abandonner toutes les pratiques fétichistes employées par les Bédouins et va mettre en place une médecine beaucoup plus empirique, notamment basée sur des conseils hygiéno-diététiques. Donc pour lui, en fait, le plus important, c'était la sobriété dans tout, dans l'alimentation, notamment il détestait les excès. Donc il recommandait à sa population donc, de limiter l'alimentation afin de mieux se comporter, de mieux se sentir. Il insistait beaucoup sur l'hygiène physique, dans une période où celle-ci n'était pas très favorisée. Et il interdisait également, par exemple, d'altérer les sources d'eau afin d'éviter les infections féco-orales. Donc, à ce moment-là, conserver et préserver sa santé est devenu un principe très important. Et ceci va influencer, notamment, ça va donner un impact favorable dans le développement de la médecine arabo-musulmane. Alors, je vous propose de passer au deuxième chapitre, notamment pour vous rendre compte de l'évolution des sciences médicales à cette époque. Donc l'Arabie, à ce moment-là, était juste une petite zone, donc des vastes déserts. Puis on va s'apercevoir que le monde arabo-musulman va devenir petit à petit un grand empire. Après, ceci grâce à des conquêtes arabes. Donc en fait, les dirigeants à cette époque vont plus s'ouvrir, vont s'intéresser à la civilisation qui les entoure. Et donc du coup, hop, voilà l'empire arabo-musulman qui s'étend de l'Indus jusqu'à l'Espagne. Et donc du coup, les dirigeants politiques vont s'ouvrir, vont s'intéresser notamment à l'art, aux sciences médicales des pays conquis. Donc du coup, c'est à ce moment-là que les dirigeants vont demander aux savants de leur terre d'aller chercher tous les manuscrits qu'ils ont en leur possession, donc des manuscrits en grec, des manuscrits dans la civilisation persane, afin de les traduire en arabe. Donc on assiste véritablement à une période de traduction intense d'ouvrages. Et je vous ai mis ici le principal traducteur, donc le plus célèbre qui est connu notamment le monde arabo-musulman au IXe siècle, qui s'appelle Hunayn ibn al-Ishaq. C'était un célèbre traducteur, il était médecin, fils d'apothicaire. À lui seul, il a traduit 129 ouvrages de Galien, un médecin grec. Il est aussi connu pour avoir traduit, donc lui et son équipe, le célèbre ouvrage de Dioscoride, le fameux De Materia Medica. Il l'a traduit entièrement en arabe. Donc à ce moment-là, le monde arabo-musulman va atteindre un haut niveau de savoir dans le domaine de la médecine et de la pharmacie. Donc désormais, les Arabes vont acquérir les outils nécessaires pour développer les sciences d'eux-mêmes. Donc grâce notamment à l'œuvre de traduction.
Donc je vous ai mis un peu une carte, enfin deux cartes, une au 9e siècle, enfin 8e siècle et une au 11e siècle, pour vous rendre compte un peu du développement, de l'étendue. Donc les carrés représentent les cultures, des foyers culturels et intellectuels. Donc on se rend compte un peu du développement du monde arabo-musulman dans les sciences. Ensuite, troisième chapitre, j'aimerais vous parler un peu du concept médical proprement arabe. Donc avant de parler, d'aborder les innovations apportées dans les sciences pharmaceutiques, j'aimerais vous parler en fait des innovations en termes de structure, en termes de soins, d'organisation, excusez-moi, qui sont pour le coup originales à cette époque. Donc, dans le monde arabo-musulman, on verra apparaître des madrasas, ce qu'on appelle des universités. Ceci, en effet, est une innovation. Donc, il existait des bibliothèques, certes, mais qui étaient proches des califes et qui étaient réservées plutôt à l'élite, aux savants qui étaient proches des califes. Donc, dans le monde arabo-musulman, on a construit des madrasas, des universités dites libres, afin de prodiguer des cercles d'études pour que l'étudiant puisse y accéder plus facilement. Et petit à petit, ces madrasas vont s'enrichir, vont s'agrandir, et ce n'est qu'au Xe siècle que ces institutions, que ces madrasas passeront sous le contrôle de l'État. Donc on va assister à une véritable institutionnalisation du savoir. Les deux plus grandes madrasas construites par le monde arabo-musulman, je les ai mis en haut, ce sont El Munstansariya, excusez-moi, qui a été créée à Bagdad au XIe siècle, et El Azhar au Caire, qui est toujours fonctionnelle. Ces deux grandes mosquées étaient, ces deux grandes universités, excusez-moi, étaient les modèles pour la création d'autres universités dans le monde arabo-musulman. Donc en fait, pour vous situer, c'était l'équivalent de Harvard à notre époque ou de la Sorbonne en France. Donc on reconnaît aussi El Zitouna, qui était très renommé dans le monde arabo-musulman. On avait El Qarawin au Maroc et la grande université de Cordoue. Donc ces universités à l'époque étaient très renommées dans le monde occident. On y faisait venir les professeurs les plus renommés. Et donc du coup, on y enseignait des matières allant des matières médicales aux matières littéraires. Donc ces madrasas, on se rend compte que ces madrasas sont à l'origine de notre système universitaire actuel, notamment le diplôme, la délivrance du diplôme, le port de toge, les bourses d'études, les internats ont été mis en place par les Arabes à cette époque. Ensuite, les hôpitaux. Les hôpitaux qui s'étaient beaucoup développés également dans le monde arabo-musulman et constituent l'apport majeur de la culture médicale arabe à cette époque. En effet, ces hôpitaux acquièrent de nouvelles caractéristiques qui les distinguaient de leurs prédécesseurs, notamment en termes de personnel. À l'époque, les hôpitaux l'équipe médicale incluait déjà des médecins, des pharmaciens, des infirmiers. Et le pouvoir politique à l'époque avait instauré une sorte d'organisation comme l'ordre des médecins qui autoriserait ou non aux patriciens d'exercer selon leurs qualifications. Donc notons déjà qu'à cette époque, nous avons un système de qualification des compétences du personnel. Ensuite, les règles d'éthique médicale étaient sensiblement respectées chez les arabo-musulmans. Et donc, ils ont été fixés par un premier traité qui a été écrit par le médecin Rawahi au IXe siècle, qui s'appelle Conduite du médecin, en arabe Adab el-Tabib.
En fait, l'auteur explique dans ce traité, qui est composé de 20 chapitres, il explique comment le personnel devait se comporter avec le patient. Notamment, il devait adopter un comportement exemplaire, notamment la bonté, la convivialité, la compréhension. Il devait aussi respecter une hygiène très stricte. Pardon. Donc, ceci était on va dire, était la première fois, on voyait la première fois au monde un traité qui parlait d'éthique médicale. Et enfin, la principale innovation dans les hôpitaux était l'introduction de spécialisation des soins. En effet, dans les hôpitaux, donc là je vous ai mis l'hôpital Nouri, c'était un des premiers hôpitaux qui a été construit dans le monde arabo-musulman, donc au XIIe siècle, et il est toujours en état. Il est en Syrie, à Damas. Je pense que maintenant, c'est un musée de sciences médicales au jour d'aujourd'hui. Donc, dans cet hôpital, je vous ai mis un peu le plan. Donc, on voit ici des services déjà séparés en fonction des soins. Donc, on verra notamment un service adapté à l'ophtalmologie, à l'orthopédie, à la chirurgie, et même l'hôpital Nouri avait toute une aile qui était réservée à la pharmacie hospitalière. Donc c'était aussi une première à cette époque. La pharmacie hospitalière était très importante. Elle était composée notamment de différentes pièces. Une pièce pour le stockage des médicaments, une autre pièce pour la préparation des médicaments et une autre pièce pour la dispensation des médicaments. Donc à cette époque, le ravitaillement de la pharmacie était déjà quelque chose de très organisé. Ensuite, une autre innovation en termes de structure dans le monde arabo-musulman, donc je l'ai dit dans l'introduction, c'est les officines de pharmacie. Donc la fondation des hôpitaux a contribué fortement à la séparation de médecine et de la pharmacie. Et notamment, pour la première fois dans l'histoire des sciences, la pharmacie est considérée comme une discipline à part entière et est reconnue au niveau académique. Et on va voir notamment à Bagdad la première officine ouverte de façon officielle, mais aussi qui doit être tenue obligatoirement par un pharmacien diplômé, c'est-à-dire qui a suivi des études dans les madrasas. Donc on exécutait déjà dans ces pharmacies des ordonnances de médecins, appelées des wafsat en arabe. On distinguait déjà le personnel qui est composé, donc on appelait ça le propriétaire. On avait dans l'équipe des herboristes, des grossistes, et on avait même des parfumeurs, et oui, des parfumeurs, et on avait des fabricants de sirop. Le calife aussi avait instauré une sorte aussi d'organisme qu'on appelait inspecteur, pharmacien inspecteur aujourd'hui. Ils appelaient ça des amines qui permettaient en effet de contrôler la dispensation des médicaments, la préparation au sein des officines. Donc l'éthique de la pharmacie était à cette époque très bien surveillée. Donc nous avons vu la création des universités, nous avons vu la création des hôpitaux, des officines, qui sont le fruit de l'enrichissement des savants, de la civilisation arabo-musulmane. Ainsi, dans leur conception médicale et dans leur mode de fonctionnement, les Arabes ont apporté les bases de notre propre structure de soins actuelle. Et enfin, on va passer au dernier chapitre, au vif du sujet, les innovations en termes de sciences pharmaceutiques.
Donc, nous avons tenté de répertorier les innovations en fonction des matières étudiées à la faculté de pharmacie au jour d'aujourd'hui. Donc, c'était un petit clin d'œil pour moi, donc, qui avait terminé mes études, de retrouver un peu le cursus que j'avais entamé. Alors, pour ce qui est de la chimie, donc une méthode à la fois scientifique et expérimentale a été introduite pour la première fois par les chimistes Jaber ibn Hayyan au 8e siècle et El-Razi. Ces deux chimistes donc, étaient très célèbres dans le monde arabo-musulman et ont contribué à faire de la chimie une science exacte. Notamment, Jaber ibn Hayyan avait été le premier à mettre au point diverses substances chimiques qu'il avait découvertes, notamment la soude, la potasse et le carbonate. Et il en fait notamment une classification de ces substances en fonction de leurs propriétés physico-chimiques. Donc il est pour cela le pionnier et il nous offre en fait les prémices de ce qu'adviendra le tableau de Mendeleev au XIXe siècle. Ensuite, dans son Kitab Usul al-Kimia, c'est un traité que Jaber ibn Hayyan avait écrit au 8e siècle, livre de base de la chimie, l'auteur nous détaille les différentes opérations chimiques qu'il met au point, notamment la calcination, la cristallisation, la sublimation, qui sont, rappelons aujourd'hui, les bases de notre chimie moderne. Dans ce même traité, il nous fait part également de la description d'appareils de laboratoire de chimie qu'il met au point lui-même, qui a servi justement à mettre au point les opérations chimiques. Notamment, on reconnaît ici les fioles, l'entonnoir, l'alambic, le curcubite et les vases en verre épais, qui étaient un matériel très innovant à cette époque, car il permettait de résister au choc thermique. Ensuite, je me suis arrêtée et je me suis principalement intéressée à la distillation. Notamment, la distillation faisait l'objet d'une description très détaillée dans les écrits de Jaber ibn Hayyan. Donc, je vous ai mis ici un extrait que j'ai réussi à traduire en français. Donc, dans cet extrait, en fait, l'auteur détaille très précisément les différentes étapes de la distillation et notamment, il porte un vif intérêt à la température de la chaleur. Pour lui, il disait qu'on devait avoir une bonne température pour pouvoir extraire la substance voulue. Et pour cela, donc, il met au point un procédé, notamment les bains de Marie, les bains de cendres, pour parvenir en fait à une chaleur beaucoup plus douce. Et donc du coup, moi, ça me rappelle un peu nos travaux, nos expériences à la faculté, pendant mes études, mon cursus universitaire à la faculté de pharmacie. Alors du coup, là je vous ai mis, Jaber ibn Hayyan et Al-Razi, donc les deux chimistes que je vous ai introduits tout à l'heure, ont contribué en fait à mettre en place le concept de production industrielle à cette époque. La formule la plus décrite dans les manuscrits arabes était la production d'eau de rose. Ainsi, d'autres savants se sont penchés dessus et l'ont plus élaboré. Notamment, je vous ai mis ici un livre du médecin Shems el-Din el-Dimashqi, où en fait il nous illustre la production d'eau de rose en chêne. Donc là, je vous ai un peu schématisé cette production et elle nous fait penser à la production d'huile essentielle à notre époque et qui est très très répandue dans le monde officinal. Ensuite, on va s'intéresser au domaine de la botanique et de la phytothérapie. Donc, en comparant un peu les données classées par Dioscoride, donc, dans son fameux De Materia Medica, donc le médecin au 1er siècle, et par les données classées par Ibn al-Baytar,
donc un des plus grands botanistes du monde arabo-musulman au XIIe siècle, eh bien, on s'aperçoit que les Arabes ont répertorié plus de 400 plantes médicinales. Donc, les arabo-musulmans ont contribué à enrichir la littérature botanique. Plusieurs étaient déjà connus en Inde, mais beaucoup étaient des découvertes arabes, notamment la cannelle, le séné, le tamarin, etc. et beaucoup d'autres. Je vais vous parler aussi d'une autre grande figure qui est El-Rafiqi et qui a contribué également à développer la méthode de classification des plantes médicinales. Notamment, il a rédigé nombreux livres et nombreux dictionnaires sur l'utilisation des plantes thérapeutiques. Et son œuvre majeure est le traité sur les vertus des plantes. Alors, je vous ai mis quelques planches de son traité, notamment le jasmin et le safran. Dans ces pages, alors on voit ici, il explique les parties végétales utilisées dans la thérapie et le mode opératoire pour préparer les médicaments afin de les dispenser aux patients. Alors, notons également l'emprunt de la langue arabe, des termes arabes par la langue française. Donc le jasmin, je vous ai mis ici, qui vient du mot yasmine, je vous l'ai retraduit en arabe, et le safran qui vient de zafaran. Donc en fait, on remarque que ceci est le cas pour beaucoup de plantes, notamment, je vais prendre au hasard le cumin, en arabe on dit kamoun, ou le henné, hanna, le séné, sana. Donc en fait, cette empreinte témoigne de l'impact de l'apport des sciences arabo-musulmanes dans le monde de l'Occident. Alors, je vous ai mis ici la rose, incontournable dans la civilisation arabo-musulmane. El-Rafiqi a fait la description entière et détaillée de la rose. Et il s'est penché sur une espèce très particulière de la rose qu'on appelle la rose d'Irak, et notamment qui se spécifie par sa couleur noire. Elle était utilisée notamment à des fins thérapeutiques pour resserrer les pores et pour soulager les fièvres. Alors, un autre domaine où les arabo-musulmans excellaient était celui de la pharmacologie, et notamment dans l'évaluation des effets thérapeutiques des médicaments. Notamment, il fallait trouver le bon dosage curatif. Alors, Al-Razi était le pionnier. Il était le premier à concevoir des essais cliniques comprenant l'expérimentation sur les animaux et l'autopsie post-mortem, donc à une période où l'autopsie était vivement rejetée. Ensuite, c'est Avicenne qui va reprendre un peu le relais dans ce fameux œuvre monumentale qui est le canon de la médecine. Avicenne développera une ébauche protocolaire des essais cliniques. Donc, pour les avoir lus et les étudier, on verra que ces essais cliniques, ils détaillent vraiment les étapes pour pouvoir évaluer l'effet thérapeutique des drogues. Et on s'aperçoit vraiment une ressemblance frappante à nos protocoles modernes. Ensuite, donc, pour pouvoir classifier toutes ces molécules, les plantes médicinales, eh bien, les savants arabo-musulmans ont mis en place des grabadins. Le mot original était aqrabadin, qui a donné grabadin par la suite en français. Alors, j'aimerais vous citer une citation, notamment par Martin Levy, qui était professeur d'histoire à l'université de New York. Donc ça, c'était en 1965.
et dont il a reçu le prix Dexter. Il disait notamment concernant les pharmacopées arabes que les musulmans étaient d'excellents organisateurs dans la connaissance pharmacologique et ainsi dans leur pharmacopée, ils rédigeaient soigneusement de nombreuses informations utiles et pratiques aux pharmacologues, aux botanistes, aux médecins, aux pharmaciens. Certains de ces formulaires étaient même adaptés à l'usage hospitalier. Donc je vous ai mis ici deux exemples. Enfin, il y avait plusieurs formes de pharmacopée, mais les plus utilisées étaient ces deux-ci. Notamment, celle qui est la plus à droite était des pharmacopées rédigées sous forme de traités où les drogues étaient classées par ordre alphabétique. Là, on peut voir, enfin c'est un peu trop petit pour vous, mais on peut voir en arabe harfou B, c'est-à-dire lettre B. Là, le mot qui suit, c'était banbouche et ça veut dire camomille en arabe. Donc, les pharmacologues à l'époque classifiaient toutes les plantes par ordre alphabétique et les détaillaient vraiment très précisément. Ensuite, on va avoir la pharmacopée qui est à côté, qui est sous forme de tabulaire et qui a été majoritairement le plus utilisé par les médecins et par les pharmaciens pour des raisons de mémorisation. Et ensuite, dernière partie, la pharmacie galénique. Donc c'était sous Avicenne principalement que les formes pharmaceutiques vont adopter des remarquables innovations, et notamment dans son canon de médecine. Avicenne va consacrer tout le livre 5, pour parler notamment de ces formes galéniques où il va détailler près de 600 formules pharmaceutiques, qui est énorme. Donc je vous ai mis ici un peu le plan. Donc il va détailler notamment la préparation de thériaque, d'eria, d'électuaire, de sirop, des huiles médicinales. Et vraiment, c'était toute une encyclopédie. D'autres auteurs comme Az-Zahraoui se sont préoccupés énormément dans les techniques de préparation de médicaments. Et notamment dans son traité El-Tasrif, ici, Az-Zahraoui conçoit par exemple des moules pour fabriquer des comprimés à partir de poudre médicinale. Dans une autre page, ici on peut voir notamment, il met au point un système de filtration afin d'affiner la poudre médicinale pour une meilleure agglomération et pour faciliter la fabrication de comprimés. Et toujours Az-Zahraoui, qui lui s'est beaucoup intéressé aussi à la conservation des médicaments, il a écrit dans ce même traité Al-Tasrif que les poudres médicinales devaient être conservées dans un endroit donc, sec, mais aussi dans un récipient avec un col étroit pour que l'air n'y pénètre pas et pour ne pas altérer l'effet thérapeutique du médicament. Donc il a conçu le récipient en céramique appelé Al-Barel à cette époque. Les pharmacies et les hôpitaux en étaient amplement pourvus. Et en général, en fait, sur le col du récipient était inscrit l'indication thérapeutique du médicament qui a été conservé. Et alors, ces albarels étaient largement par la suite diffusés en Europe, puisqu'on retrouvera les mêmes dans des pharmacies à Paris, vous connaissez, hein, au XVIIIe siècle, remplissant les mêmes fonctions. Alors, on arrive à la conclusion. Alors, du coup, suivant la chronologie historique, eh bien, nous avons vu ensemble les étapes, notamment du développement de sciences arabo-musulmanes dans le domaine pharmaceutique, qui a apporté énormément dans la civilisation européenne.
Donc de cet aperçu rapide, on retient que ces savants arabes ont laissé une œuvre monumentale dans l'histoire et dans la pratique de la pharmacie. Ils ont apporté notamment à la pharmacie son caractère propre, son individualité, et font de celle-ci une science à part entière et un véritable art. Donc nous pouvons dire que l'apport le plus important, je dirais, dans les sciences arabo-musulmanes, dans le domaine pharmaceutique, était de faire le lien avec l'Europe afin de transmettre son patrimoine inestimable, comme on a pu le voir. Et l'objectif visé en fait de ma thèse n'était pas seulement une œuvre d'histoire de pharmacie, mais l'objectif visé était plutôt de revenir dans le passé pour avoir une vision meilleure de l'avenir. En effet, le génie arabo-musulman à cette époque me fait penser en fait à la science actuelle, la science pharmaceutique, qui est toujours en pleine évolution et dont les pharmaciens d'aujourd'hui doivent continuer à intégrer de nouvelles connaissances comme l'ont fait les savants à cette époque. Voilà. Je vous remercie de votre attention.